À Barbera, comme dans de nombreuses communes françaises, la fin du XIXe siècle marque l'amorce d'une industrialisation qui, en quelques décennies, va modifier le paysage communal. Dès les années 1900, des usines, des entreprises artisanales et des commerces vont progressivement s'installer. Les activités de production ont créé des emplois pour la population locale et de nombreuses familles ont participé à cet essor économique de la commune. Ce patrimoine industriel fait partie intégrante de l'histoire des Barberasiens. La petite entreprise de serrurerie fondée en 1900 par M. Gaston Falcon était installée dans des locaux étroits à Cognien. Ne pouvant pas se développer, il achète en 1906 un terrain à Barbera, le long de la voie ferrée, et y installe sa nouvelle usine de construction mécanique au quartier de la Pesse. En 1907, au démarrage de cette usine, il y avait un bureau d'études, un atelier de modelage, une fonderie de fonte et de bronze, un atelier mécanique et une chaudronnerie. En 1915, l'usine de la Pesse devient une usine d'armement et une grande quantité d'obus y sont fabriqués par les femmes. Contemporaine de la naissance et du développement de la houille blanche, elle a participé à l'installation et à l'entretien des usines qui se créaient dans les vallées de Maurienne et de Tarentaise. En 1972, M. Philippe Braillon achète l'entreprise et il transfère les activités à Montmélian en 1992. La mise en vente des bâtiments tourne une page de l'histoire industrielle de Barbera. Réaménagées en 1998, les anciennes usines de la Pesse deviennent une zone artisanale de 15 000 m² comprenant diverses activités qui font vivre cet espace et de nombreux artisans, commerces et entreprises ont investi les lieux. Une autre entreprise a marqué le passé industriel de Barbera, les chaudronneries Aveyron, créées en 1956. En 1978, il y avait 18 employés et jusqu'à 30 quand elle a fermé en 1991. À leur fermeture, de nombreux artisans se sont succédés dans les locaux, en particulier Pixminds, spécialiste du jeu vidéo, qui a reçu de nombreux prix pour ses créations et plusieurs distinctions au Salon de Las Vegas pour ses innovations. En 2020 est ouvert un musée dédié aux jeux vidéo. Dans le même quartier, la coopérative des vins de Savoie Delbecq et Chaberty fut démolie en 1995 pour la construction d'un immeuble. Les établissements Michel, qui fabriquaient des jeux de société, implantèrent leurs usines à Barbera en 1925. Elles se développent rapidement dans le travail du bois et de la marqueterie. En 1936, ils fabriquent des articles de sport, des skis, des luges et des raquettes de tennis. La Maison de Savoie, torréfaction café des établissements Berlioz, est créée en 1911 et s'installe en 1919 à Barbera. En 1964, il y avait environ 12 employés. La société a été vendue au café Malongo en 1992, qui a cependant conservé le nom Maison de Savoie pour la clientèle locale. L'usine a été vendue en 2020. La société Casserole Rossetto Aluminium de Savoie est créée en janvier 1958 par Albert Rossetto. L'entreprise Rossetto produit dès 1984 500 000 casseroles annuellement. Jour après jour, l'entreprise s'emploie à maintenir un équilibre entre tradition et innovation pour s'adapter aux habitudes de consommation. M. Rossetto a cédé son entreprise, installée aujourd'hui à la Ravoire. Les locaux seront occupés par Louage Outils et depuis 2014 par Quickprint. De printing au grand format, Quickprint innove et offre ce qui se fait de mieux en matière d'impression numérique. L'entreprise d'électricité, créée par M. Bronaz en 1937, employait 2 ou 3 ouvriers et 37 salariés en 2005. Elle avait un marché avec EDF pour la pose des lignes électriques et l'implantation des poteaux. Mais la société opérait également dans les travaux d'installation et de maintenance d'éclairage public. C'est EDF qui a confié à René Bronaz l'éclairage avec des projecteurs de la Croix du Nivolet, inauguré en 1989.
En 1885, Joriot-Désiré fonde une manufacture de piano à cylindre Joriot-Désiré à Modane. Mais le climat était trop froid et déformait le bois. En 1913, il rachète l'entrepôt de Zinot à Barbera et crée la manufacture française de pianos automatiques de Buisson-Rond. C'était un très grand atelier et une importante manufacture, la seule de la région, et les pianos étaient vendus dans toute l'Europe. Joriot décède en 1924 et c'est M. Delteil qui prend la direction. Toujours dans le domaine musical, la saga des Béliers commence en 1905 en Haute-Maurienne avec l'arrière-grand-père Jules. Aveugle à l'âge de 15 ans, il devient accordeur de piano et s'installe rue Croix-d'Or à Chambéry, employant jusqu'à 70 personnes. L'usine est bombardée en 1944 et Henri, puis son fils Jean, crée en 1945 l'atelier bois et décide d'associer la réparation d'instruments à vent à l'activité piano. En 1984, les fils de Jean, Bernard et André transfèrent l'atelier à Barbera, perpétuant la tradition familiale. Quand ils sont partis pour Barbie, c'est le marchand de peinture Marmonnier qui a investi les locaux. En 1964, le maire, M. Marillet, a créé une zone artisanale avenue du Mont-Saint-Michel avec des dispositions juridiques intéressantes, la possibilité de construire une habitation à côté du local et en cas d'arrêt de l'activité, la possibilité de vendre à un particulier. De nombreux artisans se sont alors installés. En 1936, M. Vernier Ernest avait créé son atelier de menuiserie Faubourg Maché à Chambéry. Il a été repris en 1946 par son fils Roger, qui s'installe à Barbera en 1965 après l'expropriation du Faubourg Maché. Il construit sa maison et son atelier. Dans les années 70, les fils Michel et Jacques poursuivent l'activité qui cessa fin 2009. Les établissements Duclos, construction mécanique et chaudronnerie sont remplacés en 1988 par Mécanhydro, spécialisé dans les domaines de l'hydraulique, de la mécanique et de la pneumatique, en maintenance et en réparation. Loïc Comtesse et son épouse reprennent cette entreprise en 2006. Exemple d'une transmission familiale réussie, Mécanhydro a su se diversifier en s'ouvrant sur les engins de levage, le matériel de travaux publics et les poids lourds. Rappelons également les entreprises du bâtiment, telles que David, Karl, Anselmo et beaucoup d'autres. Dans le Barbera d'après-guerre, leur rôle était primordial dans l'urbanisation et la construction communale, notamment de toutes les villas construites à cette époque. Après la réalisation de la voie rapide urbaine dans les années 1980, au niveau de la bretelle autoroutière s'installe un nouveau quartier composé d'une zone tertiaire et d'un hôtel-restaurant. À côté de ces entreprises qui ont fait la réputation de Barbera, un certain nombre de commerces ont occupé une place essentielle dans la vie sociale de la commune. Les cafés permettaient aussi aux associations de se réunir et aux habitants de jouer, de téléphoner ou de danser. Le café Franconi, dit café de la Rosa, au centre-ville, fut construit en 1904, agrandi en 1930. C'est lui qui a installé la première cabine téléphonique. C'était le siège social de la Boule de la Madeleine, des Trompettes de Barbera et de la Société de foot. Le fils de Rosa, Georges Franconi, tenait le commerce d'épicerie construit en 1930 qui touchait le café. En 1968, il a fait construire la villa de l'autre côté de la route. Au rez-de-chaussée, il ouvre un commerce d'épicerie tabac-presse qui, en 2019, devient Proxy, le tabac du rond-point. Et puis, il y avait à Chana, au Chana, une institution qui s'appelait la Casbah. La Casbah, c'était un café d'Ansigne de la famille Ray, que l'on appelle le Papet, Monsieur Ray. Et la Casbah, c'était quelque chose d'un peu mythique. D'abord parce que la Casbah avait un piano mécanique, un piano de la fabrique de Buisson-Rond, et c'était un café d'Ansigne, le jour. Il y avait donc le jeu de boules,
et tous les gens qui venaient se promener, parce qu'il faut insister sur le fait que le Haut-Barbera était un lieu de promenade déjà très affectionné par les Chambériens, eh bien les gens montaient jusqu'à la Casbah où on allait se rafraîchir, et puis les plus jeunes pouvaient danser. Et puis alors la nuit, alors ça faisait dancing, et là la Casbah transportait avec elle beaucoup de on-dit. J'étais enfant, donc je ne pouvais pas contrôler pour les gens de l'époque, la réalité. Voilà. Et alors, est-ce que vous connaissez, parce que j'ai interrogé pas mal de Barberasiens anciens, l'origine du nom Casbah? Non. Pourquoi avait-on appelé la Casbah? Non. Alors, est-ce que c'est... parce que c'est très ancien. Il y avait beaucoup de militaires qui montaient. Par exemple, les militaires de la base aérienne du Bourget, quand j'ai fait mon service militaire à la base aérienne du Bourget, qui fonctionnait encore, quand je parlais de Barbera, immédiatement on me disait « mais vous habitez là-haut vers la Casbah ». Et pour les militaires de la base du Bourget, c'était vraiment un lieu nocturne. Il n'y avait pas de boîte de nuit à Chambéry, il ne faut pas l'oublier. Pendant longtemps, à Chambéry, l'archevêché s'était opposé à l'installation de toute boîte de nuit. Il fallait partir à Aix. Alors ceux qui ne pouvaient pas partir à Aix avaient deux lieux de repli, le Bois Tordu du côté de Jacob, que vous connaissez bien sûr, et puis à Barbera la Casbah. Ce qui fait que la nuit, il y avait une circulation de voitures, mais très tard dans la nuit, très tard dans la nuit. Pour un endroit isolé. Pour un endroit isolé, mais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça, j'ai des souvenirs de gosse où on entendait passer les voitures, et mon grand-père disait « Ah, mais c'est tous ceux qui montent à la Casbah, qui redescendent de la Casbah, etc. etc. » L'établissement au Petit Tabarin, à Buisson-Rond, près de la voie ferrée, côtoyait la forge de Hyacinthe, qui avait cette double activité dont seule la forge perdurera quand il s'agrandira. Sous le cimetière, le café-restaurant-hôtel, le pavillon fleuri, jusqu'en 1935. Route de Châles, lieu d'arrêt de l'électrobus en 1935, le Café Roll. Il est repris par Madame et Monsieur Del Custode en 1942. Il est démoli en 1989. Tous les Barberasiens se souviennent de l'hôtel de la Madeleine ou hôtel Forêt qui ouvre en 1928. La cuisine réputée, la terrasse et la tonnelle permettaient d'y célébrer les mariages et les banquets. Il y avait bal tous les dimanches après-midi. Des voyageurs de commerce y prenaient pension, ainsi que les vacanciers en Curachal. L'hôtel était moderne, avec 15 chambres équipées d'eau chaude, du chauffage central et du téléphone. La guerre sonna son déclin, car l'hôtel fut occupé par les Allemands et il ne s'en remit jamais. Racheté par la municipalité en 1979, le bâtiment devint le foyer de l'Albane, avec 14 chambres pour étudiants et jeunes travailleurs. Il fut démoli en avril 1998 et une agence du Crédit Agricole se trouve à son emplacement. Parmi les commerces de bouche, de nombreuses épiceries, des boulangeries, en particulier chez Madame Camus, Madame Fleury et la mère Maquetto. Il y avait également l'Étoile des Alpes de Monsieur Segros, le Père Jacquier, épicier fromager, aujourd'hui tabac presse Loto rue Centrale, le charbonnier et limonadier Trémet, dans les anciens entrepôts Brenaz, et l'épicerie-boucherie Bernard, et bien d'autres. Jean Franconi et Geneviève prennent la relève de la boucherie de leurs parents. L'abattoir est au fond de la cour jusqu'en 1970. En 1996, la boucherie est remplacée par une boulangerie, la Huche à pain, puis la boulangerie du Rond-Point. Le bâtiment a été démoli en 2015. Parmi ceux-ci, le cochon sans souci, dont la production, issue de porcs fermiers élevés localement, est transformée dans un laboratoire à Barbera et vendue uniquement sur les marchés de plein vent de La Rochette et d'Em et sous les halles de Chambéry. La boulangerie-pâtisserie Le Pain de Savoie, dirigée depuis 2009 par Gilles et Isabelle Vosna, a succédé aux délices de Monsieur et Madame Mollard. Et puis, les souvenirs également, c'est les vendeurs ambulants. Ça, les vendeurs ambulants, c'est que nous étions donc dans un endroit purement agricole, et il y avait les passages des camions, notamment l'épicerie Chapeau. Chapeau. Monsieur Chapeau, qui tenait
une épicerie rue du Château à Chambéry et qui, une fois par semaine, faisait le tour des hameaux avec son tube et s'arrêtait en différents endroits. Et ça, c'était l'événement. Le passage de l'épicerie Chapeau, c'était quelque chose... Tous les enfants arrivaient autour parce qu'il avait les sucettes en première ligne. Absolument. T'as vécu ça aussi? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'il passait dans tous les... partout. Il passait partout. Alors il y avait ça, et puis il y avait aussi les vendeurs de draps, de choses comme ça. Oui, il y avait les habituels colporteurs qui venaient chercher, et puis également des ferrailleurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de déchetterie. Les pots de lapin. Les pots de lapin, quand on pense que l'on jetait les déchets, moi je me souviens qu'il y avait une espèce de fosse dans les bambous où on jetait les boîtes de conserve. Il a fallu, pendant des mois, évacuer tout ça. Dans le ruisseau qui se trouvait là-dessous, les gens jetaient les sommiers. Voilà, il n'y avait pas de système de ramassage des déchets. De nombreux garages existaient à Barbera, aujourd'hui disparus. Celui de M. Padet, construit en 1947 et qui a été démoli fin des années 60 lors de la construction de la résidence du parc. Mais également les garages Pacalais, Bonomi, Fétaz, Gendard, Le Petit, Massard, Roguetaz, puis Ardito, Brunet-Manca et la station-service Esso. Ne subsistent aujourd'hui que 2 activités liées à l'automobile, le garage Carl, créé en 1977 et cédé en 1999 à M. Janvier, et la carrosserie Roger Lambert. C'est une entreprise familiale. En sa qualité de maître artisan, Guy Lambert a su transmettre ses compétences à ses compagnons et communiquer son métier aux jeunes générations. À l'ouest de la voie ferrée, dans les années 1980, le long de l'avenue du Stade, la galerie de la Chartreuse, avec ses nombreux commerces, devait être raccordée à la voie dite de Boigne. Après l'abandon de ce projet, des commerces n'ont pas été réalisés, remplacés par des activités de services et des bureaux, et la supérette a fait place aux locaux d'une importante mutuelle. Toutefois, quelques-uns demeurent encore actifs, comme le plus ancien, celui de M. Pistrin, coiffeur, ou celui de Yves, le cordonnier. Yves Piantoni a choisi de se spécialiser dans la réparation de matériel de sport, sacs, vestes et chaussons d'escalade. Il répare évidemment tout type de chaussures de sport, de randonnée et d'alpinisme et de ville. Avec la création du centre-bourg, la commune se dote progressivement d'une gamme d'activités qui viennent largement compléter celles qui subsistent galerie de la Chartreuse toute proche. Le nombre et la diversité des activités qui ont fait et font aujourd'hui la richesse économique de Barbera ne permettent pas de les citer toutes. Que les personnes qui n'ont pu l'être veuillent bien nous le pardonner. Parmi ces commerces, un restaurant se révélera au fil des ans une institution à l'histoire prestigieuse, le Mont-Carmel. L'histoire du restaurant commence au début du XIXe siècle, lorsque le comte Ernest de Boigne vend à Claude Carle, son régisseur, une propriété sur les hauts de Barbera. Située en bordure du parc de Buisson-Rond et des Charmettes, la vue y est magnifique, embrassant le panorama des montagnes des Bauges et des Beldonnes. La famille Carle transforme cette bâtisse d'abord en modeste restaurant où l'on accueille les chambériens qui viennent profiter de la beauté et de la tranquillité du lieu, boissons fraîches et parties de boules. François succède à son père en 1901. L'endroit avait les faveurs des amateurs de cuisine raffinée. Sa terrasse permettait des dîners pendant la belle saison et les salons décorés de boiseries accueillaient les convives le reste du temps. Passionné de viticulture, il plante une vigne sur le terrain du Mont-Carmel et participe à des concours, recevant en 1907 une médaille pour son vin blanc. Au fil des années, l'établissement gagne en qualité et en notoriété, et les différents gérants se sont succédés, faisant grandir l'établissement jusqu'à l'attribution de 2 étoiles et 3 fourchettes au guide Michelin. En 1942,
le fonds de commerce est vendu, mais les murs demeureront en gérance par la famille Carle, puis Olvec et Godet jusqu'en 2010. L'influence de Léon Audibert sera décisive dans l'histoire de l'établissement. D'une part, il améliore le cadre par une décoration originale de la salle en pilastres de bois naturel massif sculptés, réalisés par l'ébéniste savoyard Trabia, mais surtout, il constitue progressivement une cave, sélectionnant les crus les plus prestigieux, plus de 300 références, dont les plus grands Bordeaux et 176 Bourgogne. Ces spécialités renvoient à la gastronomie locale, comme l'Omble Chevalier Bourgetine, et lui valent la reconnaissance du guide Michelin, qui lui attribue 2 étoiles et 3 fourchettes. Cette notoriété ne l'empêchait pas de réserver pour les habitants de Barbera un petit coin pour les sorties des messes dominicales ou pour les suites d'enterrement. En 1987, le chef Yves Vincent s'associe à Manuel Tarouco, gestionnaire et sommelier, pour offrir un service et un décor de première classe. La cuisine allie tradition et renouveau avec un soin particulier pour les sauces, spécialité de l'ancien élève du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux. Les produits locaux sont à l'honneur: Omble Chevalier aux épices, écrevisses, tomes des Bauges, Roblechon et Beaufort, et Gamay de Chautagne. Ils obtiennent rapidement 3 fourchettes au guide Michelin et 14 sur 20 chez Goemillou. En 2004, Manuel Tarouco ouvre une boutique saveurs et décoration installée dans les caves du restaurant. Le foie gras y est en vedette, prêt à déguster ou à emporter, avec terrines, gâteaux et mignardises, sans oublier la gamme de Chartreuse ou les vins de Savoie, et la vaisselle, le Mont-Carmel. Après 150 ans d'existence et le départ de ses derniers locataires, ce restaurant, créé en 1859 par la famille Carle, a l'histoire prestigieuse qui a reçu de nombreuses célébrités internationales, cité à plusieurs reprises dans le guide Michelin et le Goemillot, est retombé dans l'anonymat en 2009. En 2010, il ferme définitivement ses portes pour faire place à des appartements, mais reste dans la mémoire des Barberasiens et de toute l'agglomération chambérienne une page écrite au livre d'or de la gastronomie. Barbera est situé à l'extrémité sud de Chambéry, important carrefour routier et ferroviaire des Alpes du Nord. Son histoire est donc ainsi jalonnée par les aménagements successifs des voies de communication alpines. Durant longtemps, la plaine, marécageuse, se prêtait mal aux communications. À l'époque gallo-romaine, seule sur les coteaux, la grande voie romaine conduisait de Vienne à Aoste, avec plus tard un embranchement vers Grenoble. Au Moyen-Âge, la map sarde témoigne de la diversité de ces voies, et la route vers Grenoble prit rapidement de l'importance, surveillée par la maison forte dite Tour-Salteur. Ici, un embranchement vers Montagnole et Jacob conduisait à Vienne et Lyon en évitant Chambéry. À ces voies essentielles pour le déplacement des armées et le transport des marchandises s'ajoutait un réseau de petites routes pour desservir les terres agricoles et l'église. La voie, qui passait au pied du coteau, devint route royale lorsque Turin fut érigée en capitale du duché de Savoie. À Buisson-Rond, près de la croix des ambassadeurs, les Chambériens venaient accueillir les souverains en visite. Peu exploitée et longtemps déserte, après la construction d'une digue le long de la Lesse, la Grande Muraille débute l'urbanisation de la plaine de la Madeleine avec le quadrillage d'un réseau de voiries en remplacement d'anciens chemins ruraux. Sur la digue de la Lesse, un chemin devint progressivement route, puis voie impériale, puis nationale, aujourd'hui départementale. C'est la route de Châles qui fut empruntée par un tramway vers Chignin, remplacé par un électrobus et de nos jours par les bus urbains. La circulation automobile y est devenue très intense. Au milieu du XIXe siècle, le chemin de fer Victor-Emmanuel partage la commune en 2 parties.
Une nouvelle coupure intervient lorsque dans les années 1980 est construite la voie rapide urbaine, autoroute conduisant vers l'Italie, Grenoble et les stations de sport d'hiver. Aujourd'hui abandonnés, 2 projets, la voie de Boigne puis la Trompette à Vérone, étaient destinés à un raccordement à l'avenue du Stade ou à la route d'Apremont. Depuis la fin du XXe siècle, les municipalités successives n'ont eu de cesse de réunir les différentes parties de la commune par d'importants travaux. Avec l'avenue du Stade et la montée vers l'église, le souterrain piétonnier de la sous-station, les passages sous la voie rapide et, après la suppression du passage à niveau de la Pesse, le souterrain sous la voie ferrée. Ces nouveaux passages facilitent désormais la convergence vers le moderne centre-ville. De nos jours, le coteau lui aussi s'urbanise, et tandis que les hameaux se fondent dans le paysage, les voies se multiplient et certains chemins deviennent des itinéraires très appréciés des randonneurs. De par sa situation géographique, déjà fortement marquée par la voie ferrée et l'autoroute, Barbera peut connaître de nouveaux bouleversements avec les projets liés à la future liaison ferroviaire Lyon-Turin. L'histoire des écoles à Barbera s'est faite au rythme de l'urbanisation progressive de la commune, amplifiée par la proximité de Chambéry. Cette expansion, à partir de la Première Guerre mondiale, voit la plaine rurale se couvrir de maisons individuelles. De nouvelles familles s'installent, déclenchant des besoins de scolarisation. Écoutons Jean Perrault qui nous retrace l'histoire des écoles. Alors, jusque vers 1830 à peu près, il n'y avait pas d'école à Barbera, c'était une toute petite commune, la vie se déroulant sur le coteau, là où se trouve actuellement l'église. Et petite commune, ça veut dire 300-400 habitants, en guère plus, donc il n'y avait pas nécessité d'avoir une école. Et puis l'école était réservée aux riches. Et les riches habitants de Barbera, ils envoyaient leurs enfants dans les écoles religieuses de Chambéry. Et ceux qui n'étaient pas riches, eh bien, ils n'avaient pas d'école et ils aidaient leurs parents aux travaux des champs, puisque les agriculteurs étaient très nombreux à cette époque. Ainsi, en 1848, le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II, autorise la commune de Barbera à vendre 1 ou 2 parcelles de terrain pour récupérer des fonds afin de construire une école. Et le syndic de l'époque, le syndic c'était le nom qu'on donnait au maire du temps du royaume sarde, le syndic de l'époque s'est préoccupé de trouver un local pour accueillir des enfants, pour les scolariser. En 1860, on n'a encore rien construit, il y a encore besoin d'argent, et la Savoie devient française, donc Barbera est rattachée à l'Empire que dirige Napoléon III. Donc on fait une nouvelle demande auprès de Napoléon III, qui finalement accorde de nouveaux subsides, on récupère suffisamment d'argent pour construire une école. Cet arrêté préfectoral, en date de 1865, donne ainsi le feu vert pour la construction de la première école publique de Barbera. Elle ouvre ses portes en 1868 sous forme d'une école-mairie selon le modèle national et prend le nom d'école du chef-lieu. Elle abrite 80 élèves répartis en 2 classes séparées, garçons et filles. Là-dessus arrivent les lois Jules Ferry, qui incitent évidemment à l'éducation, à l'instruction, comme on disait à l'époque, obligatoire pour tous les enfants. Devenue trop exiguë et vétuste, l'école est reconstruite au même emplacement en 1912. Par la suite, faute de place suffisante, il fallut utiliser ce local technique communal pour abriter une classe. La mairie a fait partie du bâtiment jusqu'en 1954, date à laquelle une nouvelle mairie est construite route d'Apremont, libérant un espace pour des classes maternelles. Les écoliers ont aussi partagé des moments très joyeux, la photo de classe et les fêtes de fin d'année, avec ses mariages et ses déguisements variés. Plus proche de nous, ces photos de maternelle sont prises dans un préfabriqué construit dès les années 70, ce qui illustre aussi ce besoin constant de s'adapter à la demande croissante. En 1991, une extension apporte 2 salles supplémentaires.
L'école du Haut prendra ensuite le nom de Chantal Mauduit, ancienne élève de Barbera et célèbre himalayenne, décédée au Népal en 1998. En 2009, l'école est fermée, suscitant une vive contestation de la part des parents d'élèves. Et elle est reconvertie en pôle Chantal Mauduit. Elle est transformée en 2013 en un pôle multi-accueil petite enfance et en salle associative. Revenons en 1938, au quartier de la Madeleine, rue Centrale, dans un contexte de besoin de scolarité pour la population installée dans la plaine. Alors cette école, sans entrer dans les détails, dans le quartier de la Madeleine, on va la construire rue Centrale. Cette école sera très rapidement insuffisante et on va la déplacer pour en construire une autre qui est l'école Concorde aujourd'hui. Sachant que l'ancienne école rue Centrale va devenir le foyer Hubert Constantin qui fonctionne encore aujourd'hui pour accueillir les associations et une vie associative locale. Le groupe scolaire de la Concorde ouvre ses portes en septembre 1966 et accueille les élèves de l'école de la Madeleine, soit au total 160 élèves. Un restaurant scolaire est créé en 2007, puis entièrement rénové en 2018, ainsi que la garderie. Située au centre de la commune, l'école de l'Albane est venue remplacer l'école du Stade à la création de la galerie de la Chartreuse. Cette école, dite du Stade, date de 1961. Elle sera reconvertie en 1978 et ses salles seront mises à disposition des associations. On peut toujours voir les anciens piliers du préau dans la petite salle polyvalente. La nouvelle école de l'Albane et sa conception en module ouvert sur la nature rend ses locaux particulièrement accueillants. Dès sa création, les enfants bénéficient d'un restaurant scolaire, le premier sur la commune. Une magnifique sculpture de Livio Benedetti sur la mère et l'enfant est installée à l'entrée de l'école. Dans le secteur public, les effectifs sont ainsi passés de 80 élèves en 1868 à plus de 500 élèves de nos jours. À l'initiative des paroissiens, une école privée catholique, Notre-Dame, a aussi été créée dans le même secteur, à proximité de l'église, en 1896. Michel Tépaz et Janine Gauteland nous font part de leurs souvenirs et illustrent aussi les conditions de vie difficiles de l'époque. J'ai commencé à aller à l'école dès l'âge de 4 ans, en fréquentant l'école Notre-Dame. Une classe maternelle avait été créée dès l'année 1897. Auparavant, en 1896, à l'initiative de parents et de la paroisse, une classe avait été ouverte uniquement pour les filles. Ainsi, les garçons étaient accueillis jusqu'à 6 ans et les filles jusqu'à 14 ans. C'était nous qui balayions l'école tous les samedis après-midi. On avait un grand poêle à charbon et on se réunissait quand il faisait très froid le matin, parce que les sœurs s'étaient bien levées de bonne heure pour l'allumer, mais quand on entrait, il faisait pas très chaud. Donc on se mettait autour du poêle, on se chauffait les mains, récitait la prière avant de s'installer à nos bancs. Barbera dispose aussi d'un lycée professionnel qui a pris le relais des cours du soir à Brioude pour le secteur du bâtiment. Madame Anselmo, directrice générale du lycée, nous retrace l'évolution de cet établissement consacré dans un premier temps aux arts ménagers, puis son ouverture vers d'autres formations du secteur tertiaire à partir de 1996. Le Mergerias est un lycée professionnel, privé sous contrat de l'éducation nationale qui dépend de la région Rhône-Alpes. Et nous avons également la partie privée, toute la partie administrative est gérée par la FATSI, c'est l'association loi 1901 qui héberge le lycée Le Margerias. Donc on a vraiment 2 statuts. On est également organisme de formation puisque nous avons l'habilitation pour signer des contrats en alternance. On compte environ 320 jeunes, 2 tiers de filles, 1 tiers de garçons dans l'établissement depuis plusieurs années environ. Des CAP et des bacs pro sont ainsi proposés dans ces différents secteurs à des adolescents de 16 ans à 20 ans.
De la petite école-mairie du XIXe siècle aux 2 groupes scolaires actuels, les effectifs sont passés de 80 enfants à plus de 500. Les constructions en cours ou projetées ne vont que les accroître, nécessitant la satisfaction de nouveaux besoins. La vie associative à Barbera fait aujourd'hui preuve d'une vitalité remarquable puisque l'on dénombre une 40aine d'associations dans les secteurs culturels, éducatifs, sportifs ou de loisirs. Bénévoles ou salariées, elles concernent toutes les tranches d'âge et font vivre au quotidien des projets et des animations au service de la collectivité en devenant des acteurs essentiels de la vie de la commune. Ces associations sont pour la plupart hébergées par la mairie qui met à leur disposition des locaux et des équipements. Certaines de ces associations ont une place particulière dans la vie des Barberasiens. C'est le cas, au niveau sportif, des Archers de Barbera, qui comptent aujourd'hui une 50aine de licenciés, ce qui en fait le 3e club de Savoie. Le club a 2 équipes composées de 3-4 archers qui participent aux concours régionaux, une équipe de tir à l'arc qui évolue en régional extérieur et une équipe d'arc à poulies en division d'honneur. Les enfants sont accueillis à partir de 8 ans. Toujours dans le domaine sportif, il y a une dizaine d'années, la Fédération française de la randonnée pédestre a créé le concept de rando santé afin de proposer la pratique de la randonnée à des personnes aux capacités physiques diminuées, souffrant de maladies chroniques ou simplement sédentaires. À l'initiative de Jean Perrault et de Bertrand Mattei, respectivement président et médecin, le comité de Savoie favorisait la création en 2010 à Barbera de Rando Santé Savoie, qui accueille aujourd'hui 115 adhérents pour des randonnées pédestres, des raquettes ou de la marche nordique. Au niveau social et solidaire, le Club Espérance, créé en 1971, a pour mission de rompre l'isolement de ses membres, de développer des liens d'amitié, d'organiser des sorties, des voyages, des activités de loisirs. Les adhérents se réunissent dans la petite salle polyvalente pour des jeux de cartes ou de société, des activités manuelles ou sportives, ou simplement pour le plaisir d'une rencontre au cours du goûter de l'après-midi. Autre solidarité pour la MAP de l'Albanne. Cette association cautionne un partenariat entre des consommateurs en recherche de produits sains et de proximité et des producteurs locaux dont la vente des produits est assurée par contrat annuel. D'autres associations sont également bien implantées dans la commune. L'Amicale cycliste de Barbera a été créée en 1999 et compte aujourd'hui une 50aine d'adhérents. 2 sociétés regroupent les nombreux boulistes de la commune, la Boule de la Madeleine et la Pétanque de l'Albanne. Au niveau culturel, l'association Art en montagne a été créée en 2012 pour promouvoir des activités culturelles et artistiques qui privilégient le contact avec la nature dans un environnement montagnard. Parmi les autres associations, plusieurs compagnies de danse, des clubs d'arts martiaux. C'est également le cas de l'atelier Apprendre et jouer qui accueille tout musicien, débutant ou expérimenté, pour le chant ou pour l'apprentissage d'un instrument, quel que soit son âge. La compagnie Théâtre 40 accueille des représentations théâtrales, des stages de théâtre, des lectures, des concerts et des conférences. Et de nombreux autres. En marge de ces activités spécialisées, 2 associations de pluriactivités offrent depuis plus de 30 ans un éventail d'activités culturelles, sportives et de loisirs. Le Foyer des Jeunes, devenu AFAX, et l'association TLC, Tourisme, Loisirs, Culture. Le Foyer des Jeunes et d'Éducation Populaire a vu le jour en 1970 à l'initiative de ses membres fondateurs, Madame Riquetto et Monsieur Cochet. Des activités proposées à l'époque étaient essentiellement la danse classique et moderne, la gymnastique volontaire et l'aéromodélisme. L'association s'est très vite développée et elle propose aujourd'hui une 20aine d'activités pour toutes les tranches d'âge et dans tous les domaines.
Elle rassemble près de 400 adhésions et depuis 2013, une nouvelle dénomination a été votée. L'association Foyer des Jeunes est devenue l'AFAX, Association du Foyer Activités culturelles et sportives. L'association Tourisme, Loisirs, Culture a été créée en 1988 et poursuit la volonté de ses fondateurs en proposant un large éventail d'activités à l'attention d'un public fidèle dépassant amplement l'échelle de la commune. Ses présidents ont su s'adapter à l'évolution de la société et des loisirs et diversifier l'offre des activités pour les 530 adhérents de l'année 2020, retraités et seniors en grande majorité. Dès l'origine, des activités phares ont fait la réputation de l'association. La randonnée, inaugurée par Louis Buffet, concerne aujourd'hui un tiers des adhérents. Tous les niveaux, presque par tous les temps, et toujours dans la convivialité. Les soirées du vendredi, ouvertes à tous, ont toujours connu un grand succès, projections de voyages, conférences ou promenades culturelles. Les voyages, aux quatre coins du monde, à la découverte d'autres pays, d'autres cultures, d'autres coutumes. La musique a connu à TLC une histoire riche en participations diverses. À l'initiative d'André Sirdet, le groupe instrumental, dirigé par Martine Rigaud, rassemblait plusieurs instrumentistes et de nombreux flûtistes. Le chœur alpin, dirigé par Yves Vigneault, s'était spécialisé dans les chants de montagne, et le chœur Saint-Roch, qui existe depuis les débuts de TLC, continue, sous la direction de Marie-Thérèse Stadhomme, à rassembler ses nombreux choristes tous les jeudis soirs pour travailler et préparer les concerts annuels. D'autres activités ont été rapidement créées et une vingtaine sont aujourd'hui proposées aux adhérents. 3 autres grandes associations ont fait partie de la vie de nombreuses familles barberasiennes, comme les Trompettes de Barbera, aujourd'hui disparues, l'association sportive de Barbera avec le football, et enfin le club de tennis qui a poursuivi son activité jusqu'à nos jours. Les Trompettes de Barbera sont une des plus anciennes associations de la commune puisqu'une première société est créée dès 1927. Après une interruption de quelques années, elle renaît dans les années 50, dirigée par Claude Rigaud et présidée par Pierre Cotet. Son siège était au café Franconi et les répétitions avaient lieu dans les sous-sols de la mairie. Elle accueillait des musiciens, pour la plupart amateurs, et assurait leur formation musicale. Au cours de l'année 1960, les Trompettes sont invitées à Turin pour commémorer le centenaire du rattachement de la Savoie à la France, puis à Paris pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Les Trompettes jouent les lanciers du sultan sous l'Arc de Triomphe et devant son compositeur Monsieur Gallet. La formation assurait l'animation des commémorations locales, 8 mai, 11 novembre. Le défilé commençait devant l'actuel pôle Chantal-Mauduit et se dirigeait vers le cimetière où était situé l'ancien monument aux morts. Puis c'était à nouveau un défilé depuis le pont de l'Albane jusqu'au café Franconi pour le vin d'honneur. Le jour de l'an était l'occasion de réveiller les Barberasiens en commençant par le haut de la commune, puis en descendant. Il y avait une petite halte dans chaque quartier ou parfois devant la maison d'un dignitaire de la commune. Le dernier réveillé était le président M. Cotet, chez qui tous étaient invités à partager le verre ou le café de l'amitié. D'autres événements importants étaient le bal annuel des Trompettes et le banquet de la Sainte-Cécile ou encore la cavalcade de Chambéry. En 1977, pour fêter le cinquantenaire, les Trompettes enregistrent un disque vinyle 45 tours et inaugurent un nouveau costume haut en couleur avec son képi qui donne un cachet particulier à la société.
Au début des années 80, l'évolution de la société et des loisirs rend le recrutement plus difficile et les trompettes disparaissent après 50 ans d'histoire, laissant dans la mémoire des Barberasiens la nostalgie d'une gloire éphémère. Parmi les associations qui ont compté à Barbera figure le club de football local, l'Association sportive de Barbera. En mars-avril 1941, une poignée de mordus du ballon rond se réunirent en mairie et désignèrent un bureau provisoire. Monsieur Joseph Lagarde dépose alors les statuts en préfecture et un entrepreneur local, monsieur Charles David, devient le premier président. Un bureau est créé, comprenant des personnalités comme le maire Victor Berthollier et un commerçant chambérien bien connu dans le monde des équipements sportifs, Marcel Rappelli. Le premier président s'appelait Jean Catelin. Mais en raison de la guerre, c'est seulement le 23 septembre 1944 qu'est décidée l'affiliation à la Fédération française de football pour permettre l'organisation de rencontres officielles. Les conditions de la pratique footballistique étaient alors assez rudes. Au tout début, seule l'équipe senior disposait de maillots avancés par M. Rappelli. Les joueurs des autres équipes pratiquaient avec leur tenue personnelle. Le ballon, en plaque de cuir lacée, avait une vessie et demandait un important entretien, le plus souvent réalisé par les joueurs eux-mêmes. Les plus chanceux disposaient de chaussures à crampons à clous que l'on faisait durer au péril parfois de ses pieds ou des jambes des adversaires lorsque l'usure faisait saillir les clous. Les déplacements, les dimanches de match, se faisaient à bicyclette pour les plus courts ou pour les plus lointains dans la benne du camion du marchand de charbon Marcel Trémet. Le traçage du terrain était réalisé à l'aide d'une boîte de conserve remplie de déchets de carbure récupérés auprès de la SNCF. En 1952 est inauguré un nouveau stade sur l'emplacement actuel de la galerie de la Chartreuse, d'où le nom de l'avenue qui borde ces constructions. Barbera était alors l'un des premiers clubs de Savoie à disposer d'un stade doté d'un éclairage constitué de 2 poteaux et 2 lampes. En 1978, le stade municipal déménage à son emplacement actuel dans la plaine des Sports. Ce complexe, de grande qualité, voit des équipes professionnelles, comme Saint-Étienne ou Bordeaux, venir s'entraîner lors des stages d'avant-saison. C'est là également que fut fêté en 1994 le 50e anniversaire du club, réunissant notamment les dirigeants et joueurs qui ont fait l'ASB. Au premier rang de ceux-ci, on peut citer l'ancien président Émile Gachet, dit Milo, et Georges Pilet, qui reçoit en 1981 la médaille d'argent de la fédération. Les présidents successifs ont eu à cœur de conserver et développer ce club dans lequel les résultats obtenus, notamment plusieurs titres de champion de Savoie, se combinaient avec un grand esprit de convivialité et de fraternité. En 2013, le club de foot, touché par des problèmes financiers, a été mis en sommeil. La nouvelle municipalité a souhaité remettre en activité ce sport collectif et le club fonctionne de nouveau pour les garçons et bientôt les filles de toute catégorie d'âge depuis cette rentrée 2021. En 1980, Barbera était l'une des rares communes du bassin chambérien à ne pas disposer de club de tennis. Une association est alors créée et un projet porté par Jean-Marie Pétrat et Pierre Féjos. Il se concrétise en 1981 par la création de 3 cours et d'un mur d'entraînement. Le succès est immédiat, avec 260 adhérents et une école de tennis regroupant 60 enfants de 7 à 14 ans. De nouveaux cours ainsi qu'un clubhouse sont construits en 1982 et 1985. La réfection est réalisée pour 3 cours en béton poreux en 2006, pour les 2 autres cours en terre battue en 2010.
Un éclairage des cours permet de disposer de plages horaires élargies. En 1986, le club compte plus de 500 adhérents avec 90 enfants inscrits à l'école de tennis. La victoire spectaculaire de Yannick Noah à Roland-Garros contribue aussi à cet engouement. L'affiliation du club en 1984 à la Fédération française de tennis ouvre aux licenciés la possibilité de participer aux compétitions individuelles et par équipe, ainsi qu'aux tournois officiels pour jeunes, seniors et vétérans. Les 125 jeunes inscrits à l'école de tennis sont formés par Alexis Georges, salarié du club depuis 10 ans. Mais la réussite du club repose avant tout sur le dévouement d'une équipe de bénévoles comme responsables de l'école de tennis, juge-arbitre ou pour les travaux liés à l'entretien des installations. Depuis la création, 11 présidents et leurs équipes ont permis de conserver l'esprit familial du club et sa convivialité chaleureuse. Au même titre que les écoles, les espaces commerciaux ou les divers services au public, les associations communales constituent l'une des richesses de Barbera. Elles sont le ciment qui assure le lien entre les citoyens en offrant à chacun un espace de détente, d'apprentissage ou de bien-être. Elles contribuent par ailleurs largement à l'animation de la commune. Si certaines d'entre elles ont eu un passé prestigieux, on assiste aujourd'hui à la renaissance très attendue du club de foot et les associations barberasiennes actuelles semblent particulièrement attractives puisqu'elles séduisent, parfois bien au-delà de la commune, des adhérents toujours plus nombreux pour une offre de plus en plus diversifiée. Depuis un siècle, Barbera a connu de nombreux changements, s'adaptant aux profondes mutations de l'économie, des modes de vie, d'une urbanisation croissante et des structures intercommunales dont les missions ne cessent de s'accroître. Les travaux successifs du centre-ville ont largement contribué à cette mutation. Depuis de nombreuses années, les élus de la commune souhaitaient aménager le centre de Barbera. Ainsi, dès 1977, une première étude architecturale a été réalisée, puis différents projets ont été envisagés pour tenter de redonner vie au centre-ville. En 2007, un nouveau projet a été validé, aboutissant en 2018 à plus de logements, plus de surface commerciale, plus d'activités tertiaires. Démolitions et constructions se sont alors succédées, modifiant en profondeur le paysage de la commune. Aujourd'hui, Barbera demeure un lieu privilégié de convivialité et de qualité de vie que ses habitants souhaitent préserver et que nous avons eu à cœur de transmettre dans ce film. En effet, si l'oral et l'écrit restent fondamentaux pour la transmission de la mémoire, l'image enrichit notre connaissance de l'histoire et devient un outil indispensable que l'atelier vidéo de TLC s'est efforcé d'utiliser pour dresser un portrait le plus vivant possible du passé et de l'actualité de Barbera. En dépit de la pandémie, ce film a pu être mené à son terme grâce à l'engagement des participants de l'atelier autour de Christine Brunet, sans oublier l'accueil favorable des municipalités successives. À l'instar du travail entrepris par Madame Biolay il y a quelques décennies, cette réalisation se voudrait une étape plus actuelle dans la transmission de la connaissance de Barbera. Mais ce projet n'aurait pu s'accomplir sans le soutien et la confiance des Barberasiens qui, avec une grande gentillesse, ont accepté de partager leur connaissance de Barbera et leurs témoignages par des récits, des documents, des photos ou des vidéos. À la recherche du temps perdu et en déroulant les évolutions communales jusqu'au XXIe siècle, ce film s'adresse aussi bien à ceux qui ont vécu ces changements qu'aux nouveaux habitants qui souhaitent prendre place dans la mémoire de Barbera, toujours en évolution.